Alors la loi des séries, c'est pas du tout un terme scientifique, hein. Le terme loi des séries, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie courante quand on a affaire à une série de coïncidences. Donc les journalistes en sont très friands, hein. Dès qu'ils remarquent des événements qui se ressemblent, et puis on ne sait pas trop les expliquer, on parle de loi des séries. Alors je vais prendre quelques exemples, et ça va être des exemples plutôt catastrophiques, parce que souvent quand on parle de loi des séries, c'est plutôt des séries noires dont il s'agit. Mais vous pourriez tout aussi bien parler de loi des séries quand il vous arrive plein de bonnes choses. C'est juste que c'est plus souvent utilisé dans des cas négatifs. Alors mon premier exemple, c'est un exemple assez ancien, la malédiction de Toutankhamon. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y aurait eu une rumeur autour du tombeau de Toutankhamon. Alors j'ai cité « La mort touchera de ses ailes celui qui dérangera le pharaon », c'est-à-dire qu'on a constaté tout un tas de morts prématurées ou mystérieuses parmi l'entourage, parmi les archéologues qui ont participé aux fouilles du tombeau de Toutankhamon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la rumeur a enflé dès le premier décès. Le premier décès, c'est le décès de Lord Carnarvon, qui était le commanditaire des fouilles. Et environ 6 mois après la découverte du tombeau, il est décédé d'une pneumonie. Alors la rumeur a enflé tout de suite autour d'une malédiction parce que juste avant, le cobra de Howard Carter, qui était vraiment le premier archéologue à entrer dans le tombeau, pardon, pas le cobra, le canari de Howard Carter avait été dévoré par un cobra. Et le cobra est censé protéger les pharaons. Donc tout de suite, on s'est dit, il y a un signe, et il se passe quelque chose, il y a peut-être quelque chose autour des archéologues qui viennent déranger comme ça le repos du pharaon. Et petit à petit, on a dénombré comme ça un nombre important de décès, 25 à 30 décès selon les sources, dans l'entourage des archéologues. Donc première loi des séries, à nouveau une série catastrophique. Un exemple complètement différent, c'est quand on a une série d'accidents. Alors la série dont je vais vous parler, elle est assez ancienne, elle a une dizaine d'années, donc vous en souvenez peut-être pas, mais c'est une série importante parce qu'il y a déjà 5 crashs d'avions en l'espace de 22 jours. Alors j'aurais pu citer d'autres exemples, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une série d'accidents de train. Au mois de juillet, il y a 2 ans, je crois, il y a eu 3 trains qui ont eu des accidents en un laps de temps assez court. Bon, j'ai choisi cette série-là parce que c'est une série vraiment importante, 5 crashs d'avion. Alors, je vous dis c'est une série assez importante, mais très souvent, on parle même de loi des séries dès qu'il y a 2 événements qui se ressemblent. Une coïncidence juste de 2 événements. Alors 2, ça fait peu pour une série, et pourtant, les journalistes parlent parfois de loi des séries. Et donc mon troisième exemple, c'est l'affaire Sally Clarke. Alors c'est aussi une affaire assez ancienne, qui a eu lieu en Angleterre. Donc la famille Clarke, malheureusement, a eu un enfant décédé de la mort subite du nourrisson. Ils ont eu un deuxième enfant qui, 13 mois plus tard, est à nouveau décédé de la mort subite du nourrisson. Donc c'est déjà une série avec seulement deux événements. Alors, qu'est-ce qui fait le lien finalement dans tous ces exemples qui sont très, très différents, hein. Dans un cas, des morts prématurées autour du tombeau de Toutankhamon, des crashs d'avion, une famille qui malheureusement déplore 2 décès d'enfants. Hein. Alors, qu'est-ce qui se cache finalement? Le lien, ce sont les coïncidences. Alors, les coïncidences, dans un cas peut-être la malédiction, des négligences dans la sécurité aérienne, des tueurs en série, ou alors peut-être tout simplement le hasard. Alors le problème, c'est que tout simplement le hasard, on se dit on est face à une série de coïncidences, mais c'est quand même des coïncidences un peu étonnantes. Des crashs d'avion, c'est quand même pas si fréquent. En voir 5 en 3 semaines, on est un peu étonné. À chaque fois, finalement, on est surpris, on se dit mais est-ce que le hasard seul pourrait vraiment faire ça? Oh non, c'est pas possible, alors on va dire c'est la loi des séries. Mais on va voir que le hasard, c'est pas facile d'en avoir une intuition, et en particulier quand il s'agit d'événements rares. Parce que l'intuition qu'on a, finalement, on se base sur notre expérience. Et on n'a pas beaucoup d'expérience des événements rares, par définition. Et donc, face à ça, finalement, il faut faire appel à un spécialiste. Et un spécialiste du hasard, eh bien, c'est le mathématicien. Alors, pour vous montrer qu'on n'a pas toujours une bonne intuition du hasard, peut-être que vous en avez une, je vais vous donner un exemple. Mais avant cet exemple,
Je vais faire un bref retour sur le pharaon parce que ça, je vais un peu liquider ce cas-là très vite et je reviendrai plus dessus après. Alors, il y a plein d'hypothèses qui ont été émises à propos de la malédiction de Toutankhamon. Une première hypothèse, ça a été que les archéologues ont été victimes de l'histoplasmose. Ce serait quelque chose qui se serait développé dans les... un champignon qui se serait développé dans les excréments des chauves-souris présentes dans le tombeau. On a pensé aussi à des particules allergènes qui étaient présentes dans le tombeau, qui auraient pu expliquer qu'il y avait beaucoup de pneumonie. En fait, toutes ces hypothèses ont été rejetées. Et finalement, ce qui s'est passé, je vous ai dit, dans le cas du tombeau de Toutankhamon, la rumeur, elle a enflé très vite. Dès le premier décès, on a commencé à trouver ça bizarre, et puis finalement à répertorier tous les décès autour des archéologues. Mais quand je dis autour des archéologues, finalement, on a fait ça de façon très large. C'est-à-dire qu'on a compté des décès parmi des gens qui n'étaient pas si proches que ça du tombeau de Toutankhamon. Par exemple, dans la famille des archéologues qui avaient participé aux fouilles. L'infirmière de Howard Carter ou de Lord Carnarvon. Donc, si on commence comme ça à comptabiliser des décès, mais vraiment au sens large, dans tout l'entourage des archéologues, bien sûr, on va dénombrer des décès. Alors, si on regarde vraiment la mortalité des membres de l'expédition, c'est-à-dire que vraiment les gens qui ont participé, qui sont entrés dans le tombeau, les gens qui ont participé à l'examen de la momie, eh bien on s'aperçoit que l'espérance de vie de ces gens-là n'est pas tellement différente de l'espérance de vie des gens qui vivaient dans les mêmes conditions à la même époque. Et quand on regarde Howard Carter lui-même, qui est vraiment le premier à être entré dans le tombeau, eh bien il est décédé que bien plus tard, à l'âge de 63 ans, d'une cirrhose. Donc vraiment rien à voir avec une malédiction due au pharaon. Et finalement, en fait, il se peut que la malédiction elle-même soit issue des archéologues qui, pour avoir être tranquille sur le chantier, avaient fait courir cette rumeur et qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent prendre des choses dans le tombeau. Donc ça, c'est réglé. Et puis maintenant, on va parler du hasard. Et essayer de déjouer les pièges du hasard. Alors ici, j'ai représenté 2 rectangles. Et dans chacun des rectangles, il y a 36 points. Alors comment ont-ils été obtenus ? Je ne vous dis pas comment chacun a été obtenu, mais dans un des rectangles, en fait, on a demandé à une personne de placer 36 points au hasard, en lui expliquant ce que voulait dire au hasard. Alors qu'est-ce que ça veut dire placer 36 points là dans le rectangle au hasard ? On lui a dit, eh bien, il faut placer les points sans privilégier aucune partie du rectangle. Et puis à chaque fois qu'on place un point, on n'en tient pas compte, on oublie où on l'a mis et on en place un autre. Et comme ça, 36 fois. Et puis pour l'autre rectangle, on a fait ça avec un ordinateur qui simule les lois du hasard, et donc qui a placé 36 points au hasard avec cette règle-là, de ne privilégier aucune partie du rectangle. Et puis l'ordinateur, il n'a pas de problème, il est amnésique. Une fois qu'il a placé son point, il peut oublier où il l'a placé et en placer un autre. Alors la question que je vais vous poser, c'est, à votre avis, quel est le rectangle qui a été rempli par un être humain et quel est le rectangle qui a été rempli par un ordinateur ? Alors je ne sais pas s'il y a des avis... Alors, en général, les avis sont partagés. J'entends les 2 réponses. Je ne sais pas si là, c'est à peu près moitié-moitié. Je ne sais pas. D'autres propositions ? Pardon ? L'ordinateur à droite. Donc voilà, déjà, il y a 2 avis différents, mais je pense que voilà, les avis sont partagés. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est... Là, j'ai découpé mes rectangles à chaque fois en 12 cases. Et puis, regarder un peu comment se répartissent les points. Donc il y avait 36 points à chaque fois, 12 cases, ça veut dire qu'en moyenne, je devrais avoir 3 points par case. Ça, c'est une moyenne. Alors si je regarde le rectangle de gauche, je vois qu'il y a carrément 2 cases qui ont été oubliées. Il n'y a pas eu de point dedans. Et puis il y a jusqu'à... par exemple, en haut à gauche, il y a 6 points même dans la case en haut à gauche. Donc on voit qu'il y a des cases oubliées, des zones oubliées, et puis des regroupements. Dans le rectangle de droite, alors là, il y a... entre 2 et 4 points par case, on voit que c'est assez bien réparti. Alors, en fait, maintenant je vais vous donner la réponse. Le hasard ne répartit pas les événements de manière régulière. C'est-à-dire que, à gauche, c'est le rectangle rempli par l'ordinateur, et à droite, c'est le rectangle rempli par un être humain.
Parce que quand on dit à un être humain de remplir au hasard sans rien privilégier, sans privilégier aucune partie, il va vouloir un peu espacer ses points, même si on lui dit d'oublier où est-ce qu'il a mis les premiers, on n'est jamais complètement amnésique. Et donc finalement, en essayant de remplir au hasard sans rien privilégier, il va vouloir étaler les points. Mais si on regarde toutes les configurations possibles, même juste en considérant juste le nombre de points par case, peu importe où ils sont dans la case, il y a des milliards de configurations possibles. Et parmi ces milliards de configurations possibles, il y en a seulement quelques milliers où les points sont répartis comme ça, de façon assez uniforme. Donc ça ne veut pas dire qu'un ordinateur n'aurait pas pu remplir le rectangle de droite. C'est possible, mais c'est juste très peu probable. Une configuration typique qui serait remplie par un ordinateur qui simule bien les lois du hasard, ce serait plutôt le rectangle de gauche. Donc une première chose vraiment à retenir, même je ne sais pas si vous étiez trompé ou pas, mais en tout cas, une première chose à retenir, c'est que le hasard ne répartit pas les événements de manière régulière. Donc il y a des regroupements qui se font, et ça, c'est juste dû au hasard. Je vais reprendre un autre exemple qui est assez connu parmi les mathématiciens, ou peut-être que certains l'ont déjà vu à l'école, c'est le paradoxe des anniversaires. Donc je vais considérer une classe de 36 élèves. Alors 36 élèves, pourquoi? Parce que sur une année, ça fait à peu près un anniversaire tous les 10 jours. Et puis 2 élèves fêtent leur anniversaire le même jour. Et la question que je vous pose, c'est, est-ce étonnant? Donc on sait que le hasard produit des coïncidences, mais une coïncidence comme ça, est-ce que c'est étonnant? Alors s'il y a des professeurs parmi vous, ils ont une expérience de ce problème-là, et donc ils savent peut-être si c'est étonnant ou pas. Pour les autres, je ne sais pas si vous avez une idée, si vous pensez que c'est étonnant ou pas étonnant. C'est pas étonnant? C'est-à-dire que vous seriez prêt à prendre les paris? Par exemple, vous pourriez parier que oui, une coïncidence comme ça arrive très souvent. Alors j'ai amené une feuille pour que nous aussi on fasse l'expérience dans la salle. Vous pouvez cocher votre date d'anniversaire et puis on verra s'il y a beaucoup de coïncidences. Alors là, on est beaucoup plus que 36, bien sûr, hein, mais... Alors ce qu'on peut faire, en fait, c'est calculer la probabilité d'une telle coïncidence. Alors ça va être le seul calcul, donc n'ayez pas peur si vous ne suivez pas le calcul jusqu'au bout, c'est pas grave, on reprendra après la suite, mais on va essayer de faire un calcul. Comment calculer la probabilité de cette coïncidence? Alors en fait, ce qui est plus facile à calculer, c'est la probabilité qu'il n'y ait pas de coïncidence. C'est-à-dire la probabilité que tous les anniversaires tombent des jours différents. Alors comment on va calculer ça? Typiquement, alors un professeur de maths vous dirait qu'il ne faut pas l'écrire comme ça, mais c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de cas possibles, c'est le nombre de façons de choisir 36 dates parmi les on va dire 365 jours, ce n'est pas une année bissextile. Comment choisir 36 dates parmi 365 jours? Eh bien, pour la première date, on a 365 choix. Pour la deuxième date aussi, et ainsi de suite. Donc le nombre de façons de choisir 36 dates dans l'année, c'est 365 à la puissance 36. Et puis, maintenant, on va regarder dans quel cas est-ce qu'il n'y a pas de coïncidence. Alors, pas de coïncidence, ça veut dire que je regarde le premier élève et je lui choisis sa date d'anniversaire. J'ai 365 choix. Et puis, je prends le deuxième élève. Il faut que je choisisse une date d'anniversaire, mais qui ne soit pas déjà prise. Donc, j'ai 364 choix. Et puis, pour le troisième élève, j'ai déjà 2 dates de prise, donc j'ai 363 choix. Et ainsi de suite, comme ça. Donc, si je veux qu'il n'y ait pas de coïncidence, eh ben, le nombre de cas où il n'y aura pas de coïncidence, c'est 365 fois 364, et je finis par le dernier élève, où j'ai déjà 35 dates de prise, donc 365 moins 35. Alors maintenant, si on fait ce petit calcul-là, ça fait 0,18. Donc ça, ce que ça veut dire qu'il y a 18 chances sur 100 pour qu'il n'y ait pas de coïncidence entre les anniversaires. Et donc 82 chances sur 100 pour que deux anniversaires tombent le même jour. Donc vous aviez raison, vous aviez raison de prendre des paris, ça dépend de 82 chances sur 100 si vous considérez que c'est quelque chose d'honnête pour prendre un pari. Mais finalement, voilà, dans une classe typique de 36 élèves, c'est pas du tout étonnant que 2 anniversaires tombent le même jour, et ceci même s'il n'y a pas de jumeaux dans la classe. Alors quel est le lien avec ce qu'on a déjà vu? Ce qu'on a déjà vu, c'était les rectangles avec des points qui se regroupaient. Ben, finalement, choisir
36 dates d'anniversaire, c'est comme si là, dans mon rectangle qui est le calendrier, je lançais 36 points au hasard. Et la question, c'est est-ce que j'ai 2 points qui vont tomber dans la même case, c'est-à-dire le même jour? Donc c'est exactement le même problème. Et là, ce que ça vous dit, c'est que, bah oui, il y a quand même très, très grande chance, en tout cas, d'avoir au moins 2 points qui tombent dans la même petite case, donc 2 points très rapprochés. Alors ce petit calcul qu'on a fait, en fait, avec le nombre d'élèves, on peut le faire quel que soit le nombre d'élèves. Et donc ce que j'ai représenté, c'est une courbe qui, en fonction du nombre d'élèves, donne la probabilité d'une coïncidence. Alors, si vous avez 366 élèves, comme il n'y a que 365 jours dans l'année, vous êtes sûr qu'il y a une coïncidence. Et donc là, vous êtes sûr qu'avec une probabilité 1, il y aura deux anniversaires le même jour. Mais ce que vous voyez sur cette courbe, c'est que déjà, ça augmente très très vite. La probabilité augmente très très vite. Ce qu'on a calculé là ensemble, c'est pour 36 élèves, on a vu que la probabilité, c'était déjà de 82 chances sur 100. Et en fait, avec 23 élèves, c'est déjà un petit peu plus grand que 1,5. Donc dès que vous avez une assemblée de 23 personnes, il y a déjà plus d'une chance sur 2 pour qu'il y ait une coïncidence de ce type-là. Donc j'imagine que là, je ne sais pas très bien combien on est, hein, mais il y a de très grandes chances quand même, et je serais prête là à prendre les paris, qu'il y en a 2 d'entre nous qui ont leur anniversaire qui tombe le même jour. Vous voyez que ça augmente très vite. Alors je ne sais pas s'il y a déjà une... C'est déjà fait, donc vous voyez déjà juste dans les 2-3 premiers rangs, c'était déjà fait. Et je pense que si on continue, on va voir qu'il y a encore plus de coïncidences. Donc vous voyez que le hasard, en tout cas, produit des coïncidences, ça c'est normal. Et quand on a affaire à un problème plus important, alors je dis plus important parce qu'une série de crashs d'avions, ça pourrait révéler des problèmes de maintenance dans la sécurité aérienne. Et donc là, c'est quand même une question importante, c'est pas juste se dire est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est pas le hasard. Si c'est pas le hasard, eh ben c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut prendre des mesures pour remédier à ce problème de sécurité dans l'aviation. Et donc, il va vraiment falloir essayer de dire est-ce que le hasard est capable de produire une telle série de crashs ou est-ce qu'il faut chercher d'autres raisons? Alors, pourquoi on était étonné? Parce que, je vous ai dit, heureusement, les crashs, c'est quand même pas si fréquent. Et si on regarde en fait la fréquence des crashs, en moyenne, c'est environ 1 tous les 25 jours. Alors quand je dis la fréquence des crashs, ce sont pour des avions de ligne qui transportent des passagers. On ne va pas parler des petits avions avec 1 ou 2 personnes. Donc 1 tous les 25 jours, et moi je vous ai parlé d'une série de 5 crashs en 22 jours. Donc c'est quand même nettement au-dessus de la moyenne. Donc c'est pas surprenant qu'on soit un peu interloqué. Alors, quelle va être la démarche d'un mathématicien ou d'un scientifique face à ce problème? Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les événements ont un lien entre eux? Alors bien évidemment, s'il s'agit de terrorisme ou je sais pas des attaques du 11 septembre aux États-Unis, là on se pose pas de questions. On sait que les événements ont un lien entre eux et donc on n'évoque pas la loi des séries, on fait pas de calcul. Mais là notre question c'est est-ce que les événements ont un lien entre eux? Alors peut-être que le lien, c'est un problème de sécurité. Et puis, ou est-ce que non? Donc la démarche, c'est de se dire, on va supposer que non, les événements n'ont aucun lien entre eux. Alors en mathématiques, on dit que les événements sont indépendants. Et puis on va calculer la probabilité sous cette hypothèse d'observer une série de 5 crashs. Alors pour ça, on a besoin de données, évidemment. Déjà, on a besoin de savoir quelle est la fréquence, alors pas seulement la fréquence des crashs en termes de jours, mais un avion qui décolle, quelle est la probabilité qu'il ait un accident? Alors ça, en fait, comment on va faire? On va regarder dans le passé, puisqu'on a supposé que rien n'avait changé, que c'est toujours le même niveau de sécurité, et on peut constater que sur la période d'avant, à chaque fois qu'un avion décolle, il y a une chance sur 500 000 qu'il ait un accident. Alors je vous rassure, 1 sur 500 000, c'est vraiment très très peu. Vous pouvez continuer à prendre l'avion, c'est un moyen sûr. Mais bon, il y a une chance sur 500 000 qu'il ait un accident, et en plus, même s'il a un accident, dans les accidents dont j'ai parlé, c'était pas toujours des accidents avec des morts. Le premier accident, par exemple, à Toronto, il n'y avait eu aucune victime. Donc, voilà, fréquence moyenne des crashs, 1 sur 500 000.
Alors, quelle était la probabilité que ces 5 avions précis se crashent? Alors, c'est une chance sur 500 000 pour chacun. Et si on suppose qu'il n'y a pas de lien entre les événements, et bien dans ce cas-là, c'est facile de calculer les probabilités, on les multiplie entre elles. Et donc, la probabilité que ces 5 avions se crashent, c'est 1 sur 500 000 fois 1 sur 500 000, comme ça 5 fois, donc 1 sur 500 000 puissance 5. Alors ça, c'est un nombre très 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 petit. Alors, c'est pas vraiment étonnant. C'est pas vraiment étonnant parce que c'est comme si je vous disais, je vais faire une prédiction en vous donnant les numéros des 5 prochains vols qui vont se crasher. Il y a très peu de chances que j'ai raison. D'accord? Ce qui nous a étonné, c'était pas le fait que ces 5 avions précis se crashent. Ce qui nous a étonné, c'était de voir une série. Ça aurait été d'autres avions qui se crashaient, ça nous aurait paru tout aussi étonnant. Donc ça, en fait, c'est pas la bonne question. Alors une autre question qu'on peut se poser, et puis, c'est quelle est la probabilité que 5 avions se crashent sur une période de 22 jours? Et puis pas seulement 5, hein, plus que 5 aussi, ça nous aurait étonné. Donc une meilleure question, ce serait quelle est la probabilité que au moins 5 avions se crashent sur une période donnée de 22 jours? Alors ça, évidemment, il va nous falloir d'autres données, hein, notamment combien il y a d'avions qui décollent en 22 jours. Donc vous voyez qu'on a besoin d'alimenter le modèle avec des statistiques, avec des données. Alors le nombre quotidien de décollage, on va l'estimer, et là, grossièrement, on va l'estimer à environ 20 000. Donc sur 22 jours, hein, c'est 22 fois plus. Donc vous voyez que ça fait quand même, ça doit faire 440 000 décollages. Évidemment, choisir les 5 avions qui se crashent parmi ces 440 000, il y a beaucoup de façons de le faire, et donc la probabilité va nettement augmenter. Alors, pour vraiment la calculer, en fait, on va faire appel à une loi, qui est la loi de Poisson, donc qui tient son nom de Siméon Denis Poisson, et qui est aussi connue sous le nom de loi des événements rares. Alors notez aussi que Siméon Denis Poisson avait fait des recherches en probabilité, et ces probabilités s'appliquaient au jugement en matière criminelle. Ce qui peut paraître un peu étonnant, c'est que les mathématiciens déjà sont faits s'intéresser à des problèmes bien réels et dans des disciplines a priori où on ne les attend pas. Alors la loi de Poisson, en fait, elle permet de décrire la somme de multiples phénomènes de faible probabilité et indépendants les uns des autres. Alors pourquoi ça convient bien ici? Parce qu'on a supposé qu'il n'y avait pas de lien, donc c'est ça, indépendants les uns des autres, il n'y a pas de lien entre les crashs. Et puis, il y a beaucoup de phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avions qui décollent, et chacun a une très faible probabilité de déplorer un accident. Donc ça se convient parfaitement à notre problème. Donc je vous rappelle, 440 000 décollages sur 22 jours, et puis la probabilité d'un accident, 1 sur 500 000. Alors il y a un paramètre dans la loi de Poisson, qui est ce qu'on appelle l'intensité, et qui va être important pour nous, c'est le nombre moyen d'accidents sur 22 jours, et pour nous, ça fait 0,88. Alors quand on connaît maintenant la loi de Poisson, on a une belle formule, que j'ai juste rappelée juste parce qu'elle est jolie, mais qu'il ne faut pas qu'elle vous fasse peur, hein, qui est la probabilité, ce qui nous dit à chaque fois la probabilité qui est un accident, 2 accidents, 3 accidents. Alors on peut faire le calcul avec le lambda est 0,88. Donc le P de 0, là, c'est la probabilité que sur 22 jours, il n'y ait aucun accident. Vous voyez que c'est un peu plus de 40%. Sur 22 jours, la probabilité qu'il y ait un accident, c'est déjà un peu plus du tiers. 0,365, ça fait plus d'une chance sur 3. Et puis vous voyez, à chaque fois, ça diminue. La probabilité qu'il y ait 2 accidents, c'est 0,161. Et puis ça devient évidemment de plus en plus petit. Donc nous, ce qui nous intéressait, je vous rappelle, c'était la probabilité qu'il y ait, alors qu'il y avait plus de 5 accidents, on peut d'abord regarder la probabilité qu'il y ait moins de 5 accidents. Donc pour ça, j'additionne les probabilités, et on voit que la probabilité qu'il y ait moins de 5 accidents, c'est 0,998. Donc ça veut dire que, si je retourne, je passe, ça veut dire que la probabilité qu'il y ait plus que 5 accidents, donc une série de crashs de plus de 5 accidents sur 22 jours, c'est 2 chances sur 500, c'est-à-dire 2 chances sur 1000, c'est-à-dire 1 chance sur 500. Donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus gros que la réponse à la première question, qui n'était pas du tout une bonne question. La probabilité qu'au moins 5 avions se crashent sur une période donnée de 22 jours, c'est 1 sur 500. Alors ça vous paraît peut-être quand même encore petit. Alors évidemment, parce que
tout à l'heure, on s'était dit c'est pas une bonne question parce qu'on n'était pas étonné que c'était pas ce qui nous avait surpris, c'était pas que ce soit ces 5 avions se crashent. Mais ici, c'est pas non plus cette période donnée de 22 jours qui nous intéresse. Si la série de 5 crashs, on l'avait vue en janvier plutôt qu'en août, on aurait été tout aussi étonné. Donc finalement, c'était pas encore une bonne question, la question qu'on s'est posée. Une meilleure question, ce serait quelle est la probabilité qu'au moins 5 avions se crashent en 22 jours sur une année entière? C'est-à-dire qu'au lieu de dire à partir de demain, je compte 22 jours et je regarde la probabilité qu'il y ait une série de crashs, ce serait de dire en 2017, quelle est la probabilité de voir une série de 5 crashs sur une période donnée de 22 jours? Et vous voyez que là, il y a plein de périodes de 22 jours, donc il y a encore beaucoup plus de possibilités. Alors, par contre, le calcul va être beaucoup plus difficile. Ça va être beaucoup plus difficile parce que si je vois qu'il n'y a eu aucun crash, par exemple, les 3 premières semaines de janvier, et bien si je regarde les 3 dernières semaines de janvier, il y a de bonnes chances qu'il n'y ait pas une grosse série de crashs qui arrive. Ça veut dire qu'en fait, sur les périodes se recouvrent, quand je regarde toutes les périodes de 22 jours sur une année, et donc ce qui se passe pendant ces périodes de jours n'est pas indépendant de ce qui se passe pendant une autre période. Alors ça complique tout pour calculer les probabilités. Mais on peut faire une première approximation. Une première approximation, ce serait de découper l'année en périodes de 22 jours. Alors il en reste quelques-uns à la fin, et de se dire, voilà, au lieu de me dire quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas de série de crash, ce serait de se dire quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas de série de crash dans aucune de ces 16 périodes de 22 jours. Et là, ce qui se passe dans une période est bien indépendant de ce qui se passe dans une autre parce que les jours ne se recouvrent pas. Alors dans ce cas-là, en fait, on peut calculer. Alors sur chacune des périodes, sur une période donnée, on l'a déjà calculé, c'était une chance sur 500, et qui a une série de crash, donc 998 sur 1000 qu'il n'y en ait pas. Et puis je vous ai dit, quand c'est indépendant, on multiplie les probabilités. Et donc si on fait le calcul, en fait, la probabilité qu'il n'y ait aucune série noire sur chacune des 16 périodes, c'est environ 97 chances sur 100. Donc ça veut dire 3 chances sur 100 que sur une de ces périodes-là, en 2017, on voit une série de crashs, de plus de 5 crashs sur 22 jours, sur une de ces périodes-là. Donc 3 chances sur 100. Vous voyez que déjà, on était parti de tout petits nombres, et puis finalement, quand on change la question, qu'on améliore la question, parce qu'on s'aperçoit que ce n'était pas la bonne question qu'on avait posée, la probabilité augmente. Et là, c'est vraiment une grosse approximation qu'on a faite, parce qu'on n'a pas considéré toutes les périodes possibles. Si on considère toutes les périodes possibles, ça va être encore un nombre encore plus gros. Alors, pour le faire vraiment, en fait, c'est quelque chose de difficile. Et pour ça, en fait, les mathématiciens ont développé des méthodes qui s'appellent les statistiques de balayage. Et ils ont trouvé des formules exactes. Alors pourquoi ça s'appelle des statistiques de balayage? C'est juste imaginer que vous avez votre calendrier, puis vous avez une petite fenêtre de 22 jours, et vous balayez le calendrier, comme ça, en regardant est-ce que vous trouvez une période de 5 crashs. Donc, on a des formules exactes, mais malgré tout, même si je vous donnais la formule, c'est pas facile de calculer le résultat à la fin avec des données concrètes. Donc, il y a 2 façons de faire. C'est soit faire des simulations, ou soit utiliser d'autres résultats, parce qu'il y a des mathématiciens qui ont fait des approximations de la formule exacte. Donc, on peut faire des simulations ou utiliser de nouvelles formules qui approximent la formule exacte, et on peut calculer la probabilité de voir une série de crashs comme ça, sur 22 jours, dans une année entière. Et donc, je vais juste vous donner le résultat. Ici, en fait, si on fait les calculs, ça donne 0,11, c'est-à-dire plus d'une chance sur 10 de voir une série d'au moins 5 crashs sur 22 jours. Donc vous voyez que finalement, c'est quelque chose de pas si petit, une chance sur 10. Donc ce que ça veut dire, c'est vraiment l'année prochaine, en 2017, alors il y a peut-être même plus de décollage encore maintenant en 2017 par rapport à il y a 10 ans, la probabilité de voir une série de 5 crashs sur une période de 22 jours, c'est plus d'une chance sur 10. C'est pas quelque chose d'improbable. C'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. Alors bien sûr, si ça arrive tous les ans, on va se poser des questions à nouveau. On va se dire c'est quand même étrange. Mais finalement, si j'ai pas pris de séries plus récentes aussi grandes, c'est parce qu'on n'en a pas vu depuis 2005. Donc c'était pas une série de crashs si étonnante. Ça a pu surprendre au début, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais quand on regarde,
quand on fait vraiment le calcul, et pour ça, ce sont des calculs difficiles, il faut avoir des données en plus à rentrer dans le modèle, hein, parce qu'il nous a fallu connaître la probabilité d'un crash, le nombre de décollages d'avions par jour. On peut faire le calcul et on s'aperçoit que ce n'est pas si étonnant. Alors, en plus, hein, là j'ai fait beaucoup d'approximations, hein, mais il y a des périodes où il y a beaucoup plus d'avions qui décollent, notamment pendant les vacances. Là, la série de crash, c'était au mois d'août. On peut penser que c'est peut-être une période de vacances où il y a beaucoup plus d'avions qui décollent, et donc une plus grosse probabilité de crash. Mais déjà, vous voyez que même en négligeant tout ça, on voit que ce n'est pas une série de crash qui était si étonnante, même si au début, on avait pu être surpris. Donc juste pour résumer la démarche, hein, c'est qu'on a supposé que le risque n'a pas changé, et on a calculé la probabilité d'observer une série en supposant que les accidents n'ont aucun lien entre eux. Et puis là, on a vu que la probabilité n'était pas négligeable, hein, c'était plus d'1 sur 10, et donc c'est que le hasard peut être responsable de la série. Alors là, à nouveau, ce que je tiens à dire, c'est que ce qu'on a montré, c'est que le hasard pouvait être responsable de la série. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de sécurité aérienne. Peut-être qu'en plus, il y a ça. Ce que peut dire le mathématicien, c'est le hasard peut produire ce genre de série, ce n'est pas étonnant. Mais ça ne veut pas dire il n'y a aucun problème dans la sécurité aérienne. Donc s'il y a des choses à retenir, hein, déjà jusqu'à maintenant, c'est on a une mauvaise intuition du hasard, très souvent, en tout cas en ce qui concerne des événements rares. Et puis, il faut faire appel aux mathématiques pour essayer de calculer des probabilités, en faisant attention à la question qu'on pose, parce que si on retient juste le 1 sur 500, 1 sur 10, et qu'on oublie la question qu'on avait posée, ça n'a plus de sens, hein, parce que j'ai choisi de calculer, par exemple, la probabilité d'une série de crashs sur une année entière, mais j'aurais pu dire sur 2 ans, ça m'aurait donné un autre résultat. Donc il ne faut pas oublier la question qu'on s'était posée, et puis après, finalement, la réponse, c'est juste, le hasard peut être responsable de cette série, mais ça ne dit rien d'autre. Il pourrait y avoir d'autres causes quand même. Alors, je vais changer de sujet maintenant et je vais revenir à une affaire, l'affaire Sally Clark. Hein. Donc, le couple Sally Clark, je vous le rappelle, a déploré 2 morts subites du nourrisson. Donc, il a eu 2 enfants et malheureusement, les deux sont morts prématurément. Alors, à l'époque, en fait, ça avait fait couler beaucoup d'encre. On avait essayé de faire des calculs de probabilité et la maman, Sally Clark, a finalement été jugée parce qu'on a pensé qu'elle était coupable, même s'il n'y avait pas de preuves matérielles. Et elle a été condamnée sur la base d'un calcul de probabilité. Alors je vous ai expliqué quel était le calcul. Comme toujours, il faut des données. Donc une donnée ici importante, c'est quelle est la probabilité pour un enfant d'avoir une mort subite du nourrisson. Donc pour ça, il faut regarder dans la population anglaise. Et puis, donc, ça a été estimé que c'était un risque de 1 sur 8500. Et puis, si on suppose que les événements n'ont pas de lien entre eux, hein, 2 morts subites du nourrisson, il faut multiplier les probabilités. Et donc, ça ferait 1 sur 8500 fois 1 sur 8500. Et donc, une chance sur 73 millions. Alors, vu le nombre de naissances en Angleterre tous les ans, qui est à peu près 700 000, ce serait quelque chose qui arriverait de façon très très rare. Hein. Ça veut dire que c'est pas plus de tous les 100 ans qu'on a comme ça une famille qui a 2 morts subites du nourrisson. Donc c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors en fait, il y a 3 erreurs majeures qui ont été relevées dans ce raisonnement, qui finalement n'a pas été fait par un mathématicien, hein, avait été fait par un pédiatre. Alors 3 erreurs majeures. D'abord, le risque de 1 sur 8500. Alors, d'où sort-il ce nombre, 1 sur 8500? Je vous ai dit, c'est facile, on regarde dans la population anglaise et puis on regarde si ça arrive très souvent qu'un enfant meurt de la mort subite du nourrisson. Sauf que ce risque de 1 sur 8500, il n'avait pas été regardé comme ça dans la population anglaise, il avait été regardé parmi les familles qui ressemblaient à la famille Clark. C'est-à-dire des familles qui ne fumaient pas, dont la mère avait plus de 26 ans, je crois. Donc tout un tas de facteurs qui finalement font baisser le risque de mort subite du nourrisson.
Si on regarde dans une population anglaise générale, ce sera un risque plus élevé. Et puis si on tient compte, par exemple, que les enfants étaient des garçons, il y a un risque plus élevé de mort subite du nourrisson chez les garçons. Et donc, ça fait un risque encore plus élevé. Et donc, ce nombre 1 sur 8500, il a mal été estimé. On considère qu'il a mal été estimé. Donc ça, c'est la première erreur. C'est finalement, c'est pas si simple de recueillir des données et puis parmi quoi on recueille les données. Après, il y avait une autre hypothèse, c'était que les événements n'avaient pas de lien entre eux si les parents n'étaient pas des assassins. Mais malheureusement, en fait, quand une famille déplore une mort subite du nourrisson, le risque d'une seconde est plus élevé. Alors c'est plus élevé, on ne comprend pas très bien la mort subite du nourrisson, mais on suppose qu'il y a peut-être des facteurs génétiques ou des facteurs environnementaux. Donc même si on ne le comprend pas très bien, le risque est certainement plus élevé s'il y a déjà eu un décès dans la famille que s'il n'y en a pas eu. Et quand je dis certainement, c'est qu'en fait, des familles qui déplorent 2 morts subites du nourrisson, malheureusement, il y en a. C'est pas quelque chose de rare et ça n'arrive pas tous les 100 ans comme le premier calcul le laissait présager. Donc déjà, vous voyez, le risque n'est pas très bien estimé. L'hypothèse là d'indépendance, que les événements n'ont pas de lien entre eux, c'est pareil, en fait, c'est discutable. Et puis, il y a une autre erreur, parce que je vous dis, c'est un calcul qui a été amené vraiment lors du procès, et puis qui a convaincu les jurys, et c'est l'interprétation qu'on peut faire de ce 1 sur 73 millions. D'accord ? Ce que le professeur a calculé, c'est la probabilité de déplorer 2 décès dans une famille, sachant que les parents ne sont pas des assassins, par exemple. Mais ce qui intéresse les jurés, c'est pas ça. Là, ce qui intéresse les jurés, c'est la probabilité d'innocence de la mère. C'est pas la probabilité de voir 2 décès sachant qu'elle est innocente. C'est la probabilité qu'elle soit innocente sachant qu'il y a eu 2 décès. Alors ça, c'est quelque chose qui est connu sous le nom de prosecutor's fallacy. Et on va voir que ces 2 probabilités sont reliées, mais ne sont pas les mêmes. Et pour ça, je vais faire une petite digression dans un problème de santé. Alors voilà, imaginez un test de dépistage pour un virus. Et puis le laboratoire, quand il présente un test de dépistage, il doit donner un peu la fiabilité du test. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le test soit fiable à 99%? Alors normalement il y a 2 chiffres, mais j'ai pris les mêmes. Ça veut dire que si une personne n'est pas porteur du virus, il y a 99% de chances que le test soit négatif. Et puis de temps en temps le test se trompe, avec une chance sur 100 de se tromper. Il va répondre que c'est positif alors qu'en fait c'était négatif. La personne n'était pas porteuse du virus. Et puis inversement, chez les porteurs du virus, de temps en temps le test se trompe, et quand on teste quelqu'un qui est porteur du virus, il y a une chance sur 100 que le test soit négatif, qu'il se soit trompé, et 99 chances sur 100 que le test donne la bonne réponse, et en donnant un résultat positif. Donc voilà, un test qui est fiable, ce qui peut paraître quand même relativement fiable, 99%. Et puis on teste une personne prise au hasard, on voit que le résultat est positif, mais c'est pareil, ce qui nous intéresse, c'est pas est-ce que le résultat est positif, c'est est-ce que la personne est porteuse du virus. Donc, quelle est la probabilité que cette personne soit réellement porteuse du virus? Alors, on peut faire un petit exemple numérique. On va faire ça sur une population d'1 million de personnes. Et puis, comme toujours, il faut des données. On va supposer que le taux d'infection dans la population, c'est 1 sur 1000. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 1 million de personnes, 1000 personnes sont porteuses du virus, et il y a 999 000 personnes qui sont saines. Alors imaginons, c'est une expérience de l'esprit, imaginons qu'on teste tout le monde. Alors si on teste tout le monde, parmi les porteurs du virus, comme le test se trompe de temps en temps, il y aura 990 tests positifs, et puis il y aura 10 fois où le test donne une mauvaise réponse, il va répondre que la personne le test va être négatif alors que la personne est bien porteuse du virus. Et puis parmi les personnes saines, si on les testait toutes, il y aurait 9990 faux positifs. Le test se tromperait, juste avec une chance sur 100, mais comme il y a beaucoup de gens testés, on aurait 9990 faux positifs. Maintenant, nous, on a pris une personne dont le test était positif.
C'est-à-dire qu'on a pris une personne parmi cette population hein, qui a eu un test positif. Et on se demande, sachant qu'on est dans cette population-là, quelle est la probabilité qu'on soit porteur du virus? Eh bien, là, on peut le calculer. On voit la population totale, c'est 9 990 personnes plus les 990. Et puis, parmi elles, il y en a 990 qui sont positives. Alors, on peut faire le calcul. Et en fait, sachant que le résultat est positif, la probabilité d'être réellement porteur du virus, c'est moins d'une chance sur 11. Donc, vous voyez que là, on part d'un test qui est a priori très fiable. Hein, et pourtant, en ayant fait le test, on voit qu'on est positif et la probabilité d'être vraiment porteur du virus, c'est moins d'une chance sur 11. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce qui s'est passé, c'est à nouveau une confusion dans ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Et c'est le même problème que dans l'affaire Sally-Clark. Ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé hein? Quand on constate qu'un test est positif, il y a deux cas possibles. Ou bien la personne est porteuse du virus, c'est assez peu probable, et le test ne s'est pas trompé, ça c'est très probable, le test ne se trompe pas. Ou bien, si on est positif, c'est que on était une personne saine, ce qui est très probable, mais le test s'est trompé, et ça c'est peu probable. Et vous voyez qu'il y a deux choses, et il faut voir qu'est-ce qui est le plus vraisemblable. Alors dans mon exemple numérique, hein, que j'ai choisi exprès pour que ce soit frappant, hein, et bien vous voyez que finalement, c'était plus probable ici que le test se soit trompé, quoi. Et donc je vous dis, c'est le même problème que pour l'affaire Sally-Clark. Hein. Le calcul qui est présenté devant le jury, c'est la probabilité, alors ce qu'on note, la probabilité de voir 2 décès. Alors la petite barre, ça veut dire sachant que les parents sont innocents. C'est-à-dire en supposant que ce ne sont pas des tueurs en série. Donc ça, on avait dit que c'était 1 sur 73 millions, on peut en rediscuter, mais en tout cas, c'est ça qu'on a calculé. Et puis, ce qui intéresse les membres du jury, c'est quelle est la probabilité d'innocence, sachant qu'on a constaté 2 décès. Et ça, c'est pas la même chose. Alors évidemment, ce sont 2 probabilités qui sont reliées entre elles. Et elles sont reliées entre elles par ce qu'on appelle la formule de Bayes, que j'ai écrite là. Hein. Donc vous voyez qu'elles sont reliées entre elles, et puis il y a un facteur ici. Hein. En fait, pour obtenir l'une à partir de l'autre, il faut multiplier par, ici, la probabilité d'innocence sur la probabilité qui est 2 décès. Alors à nouveau, si on voulait faire un calcul, ça veut dire qu'il faut estimer toutes ces probabilités-là. Alors c'est pas facile de calculer la probabilité d'innocence ou la probabilité de voir 2 décès, mais on peut se dire que la probabilité que des parents ne soient pas des tueurs en série est quand même assez élevée, et donc que la probabilité d'innocence, c'est quelque chose qui est proche de 1. Et puis la probabilité de voir 2 décès, alors ça peut-être on peut l'estimer parce qu'on peut faire des statistiques sur les décès, mais heureusement la probabilité de voir 2 décès dans une famille, elle est très petite. Donc ce que ça veut dire, c'est que là le rapport probabilité d'innocence, un truc qui est proche de 1 sur un truc qui est très petit, ça c'est un très gros nombre. Si on divise 1 par un nombre très petit, ça donne un très gros nombre. Donc ça veut dire que pour connaître vraiment la probabilité d'innocence, sachant qu'il y a 2 décès, il faut multiplier là, le 1 sur 73 millions ou un autre nombre par un nombre qui est très grand. Et donc on voit que finalement la probabilité qui intéresse les juristes, c'est quelque chose de beaucoup plus gros que ce qui leur a été présenté. Alors évidemment, les membres du jury, ce ne sont pas des mathématiciens, ce ne sont pas forcément des scientifiques non plus. Si on ne leur explique pas ça, et ça arrive très souvent lors des procès, alors pas trop en France, parce qu'en France, c'est finalement plus rare qu'on amène des calculs probabilistes comme ça, qu'on mette ça en jeu, mais c'est très fréquent aux États-Unis. Hein. Si on n'explique pas ce qui est calculé aux membres du jury, il y a de grandes chances que ce soit mal interprété. Alors il y a des calculs qui ont été faits après sur cette affaire-là, et on estime, alors c'est évident, ce sont des calculs très approximatifs, hein, mais on estime que la probabilité d'innocence, dans ce cas-là, sachant qu'on a eu 2 décès, c'était, mettons, 2 tiers. Alors, probabilité d'innocence de 2 sur 3, je ne sais pas si vous êtes membre du jury, ce que vous faites, mais sachant qu'il n'y avait aucune preuve matérielle. Hein. Si elle avait été accusée, c'est parce que c'était elle qui était présente lors des 2 décès. Mais bon, en même temps, c'était la maman, c'était normal, plus logique qu'elle soit présente, plus présente auprès de son enfant, que ça aurait pu être le père, en tout cas qu'une autre personne.
Et puis quand même, normalement, quand on condamne quelqu'un, il faut apporter la preuve de sa culpabilité. Et donc là, juste avec un calcul, même si on arrivait à 2 sur 3, je pense que ce n'était pas forcément une raison pour la condamner. Alors évidemment, tout ce raisonnement-là, je ne vous dis pas ça juste 20 ans après, il a été fait à l'époque, parce qu'il y a des statisticiens, des mathématiciens qui sont montés au créneau, qui ont expliqué qu'il y avait eu des erreurs, qui en ont rediscuté. Et donc c'est repassé en fait devant la justice. Elle a été reconnue non coupable. Elle est sortie de prison, mais malheureusement, elle était déjà, elle était dépressive. Ça c'est même voilà, et ça s'est très mal fini, et elle s'est suicidée. Mais alors là, ça a été rétabli, mais trop tard. Donc tout ça pour vous dire que il faut rester vigilant. Hein. Et ce que j'espère que vous retiendrez en fait de cette conférence, c'est que le hasard, si je fais un résumé, hein, d'abord on a parfois une mauvaise intuition du hasard. Même quand on peut faire appel aux mathématiques pour calculer, il faut des données déjà, rentrer des données dans le modèle pour essayer de calculer les probabilités. Poser la bonne question, c'est important aussi, avant de calculer la probabilité. Et puis bien interpréter la réponse à la question. Alors ça, c'est de façon générale, parce que finalement, on a affaire dans la vie de tous les jours à plein de nombres qu'on voit dans les journaux, qu'on voit un peu partout. Et puis, on retient un nombre, mais très souvent, on ne sait pas comment il a été calculé. Vous allez voir des statistiques, des sondages, des choses comme ça. Mais finalement, même le journaliste, je crois qu'il les produit ou qu'il les met dans son journal, ne sait pas vraiment en fait à quelle réponse, quelle est la question qui a été posée, comment ça a été calculé. Donc c'est vrai qu'il faut toujours avoir un esprit critique un peu et pas prendre les nombres qui arrivent comme ça, alors qu'on ne sait pas trop d'où ils sortent. Alors pour finir, en fait, je vais faire juste un peu de pub de bibliographie. Donc sur la loi des séries, c'est un petit livre que j'ai écrit avec un de mes collègues et qui reprend un peu tous ces exemples-là. Et puis surtout, en fait, un livre plus récent sur les maths au tribunal, avec des exemples de calculs vraiment qui ont été faits, où il y a eu parfois des erreurs judiciaires ou non. Et c'est vraiment des exemples réels. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant et peut-être qu'il vous plaira aussi de voir à quel point c'est important de... Alors ça ne veut pas dire qu'il faut bannir les maths des tribunaux. Ça veut juste dire qu'il faut que ce soit des maths qui soient faites correctement par des mathématiciens plutôt que par d'autres. Il y a plus de chances que ce soit fait correctement. Et puis que ce soit des choses qui soient expliquées aussi en fait, aux gens qui doivent finalement à la fin prendre une décision. Je vais m'arrêter là et je vous remercie. Peut-être qu'on peut voir s'il y avait beaucoup de coïncidences alors. Ma foi, oui, il y en a quelques-unes quand même. J'ai remarqué là. Au mois de janvier, il y en a une. 2. En février, non. À 3. Mars, oui. 2 en mars. 4. 3 en avril. 4 en mai. Et là aussi. 5 en juin. Alors des doubles anniversaires, il y en a au moins 7, je crois. 6, 7, ici, oui. On est nombreux. Oui, 6, 7. Alors, il n'y en a pas 3 qui tombent le même jour, mais vous voyez que... Alors là, je ne sais pas combien on est, mais en fait, je crois que dès qu'il y a 80 personnes, c'est une coïncidence de 2 anniversaires le même jour. Je crois que c'est déjà quelque chose comme 999 sur 1000. Donc là, je pouvais prendre les paris, je pense que ce n'était pas un gros risque, quoi. Donc voilà, maintenant on va passer aux questions. Donc le micro est à vous. Alors on peut aussi passer que les malentendants peuvent aussi poser des questions. Ici il y a 2 traducteurs, donc il y a tout ce qu'il faut pour ça. Alors qui veut poser une question? Ah oui. Alors prenez le micro. Moi, j'aurais une question un petit peu compliquée par rapport à la bourse. On voit qu'il y a des chutes de bourse, des krachs boursiers. Est-ce que ça peut être assimilé à une loi des séries? Je ne sais pas si on prend sur une période d'1 an ou 2 ans. Est-ce qu'on peut calculer combien de fois la bourse va chuter, par exemple, sur une période?
Alors, je ne sais pas si on peut assimiler ça à une loi. Alors, loi des séries, hein, finalement, ce que je vous disais, c'est que c'est pas quelque chose de scientifique, c'est pas une loi physique, quelque chose qui va se produire comme ça. Loi des séries, c'est plutôt utilisé, en fait, quand on connaît pas d'autres causes. On se dit c'est bizarre, c'est trop de coïncidences pour être dû au hasard, et comme on veut absolument mettre une raison, on dit c'est la loi des séries. Dans le cas des krachs boursiers, alors moi je suis pas du tout spécialiste de la finance, mais en général il y a des raisons économiques. Donc j'assimilerai pas ça à juste du hasard. Alors les fluctuations peut-être, les fluctuations de la bourse peuvent être assimilées à du hasard, il peut y avoir des petites fluctuations comme ça, mais j'imagine qu'un krach, c'est plus des raisons économiques. Après je suis pas spécialiste de la bourse, donc je veux pas me prononcer. Encore une question? Attendez, j'arrive. Alors c'est ici. Là. Quelque chose, une statistique d'il y a pas mal d'années, mais enfin, on constate que la probabilité d'avoir une leucémie infantile dans les environs disons autrement de la Hague est supérieure à la moyenne. Que la Hague. Disons de la Hague. Bon, on a constaté que dans les environs immédiats, la probabilité est plus élevée que la moyenne. Lorsqu'on est en département de la Manche tout entier, curieusement, la probabilité devient inférieure à la moyenne. Évidemment, tout ça, c'est bien dit de ce que l'on interprète sur des événements, sur des échantillons trop petits pour déduire quelque chose sur le plan probabilité, mais cela semble difficile à comprendre. Alors, en fait, je pense que c'est typiquement des choses auxquelles les médecins ou les biologistes ont affaire. Ils constatent des coïncidences. Alors, au début, ça peut être considéré comme des coïncidences. On se dit, tiens, c'est bizarre, ici, il y a plus de cancer, plus de leucémie. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est dû à l'environnement ou est-ce que c'est juste une fluctuation du hasard? Est-ce que c'est juste le hasard? Et vraiment, ce qu'il faut qu'ils fassent, et c'est ce qu'ils font, normalement, c'est ce qu'ils font, ils sont aidés par des statisticiens, hein, dans tous les hôpitaux il y a des statisticiens, c'est de regarder justement, est-ce que le hasard pourrait avoir produit une coïncidence comme ça, ou non? Alors, on fait des calculs, et puis finalement, c'est vrai qu'on arrive à un chiffre. On arrive à un chiffre, et on se dit, bon, est-ce que c'est une grosse ou une petite probabilité? Alors là, ce que j'ai un peu caché, c'est, en fait, il faut se fixer un seuil. C'est-à-dire qu'en amont, on se fixe un seuil, on se dit, si la probabilité, elle est plus grande que ça, c'est que je vais considérer que c'est le hasard, et je ne vais pas perdre du temps à essayer d'aller chercher une autre cause. Ou alors, si c'est plus petit, je me dis, il y a peut-être une raison cachée, et ça vaut la peine de chercher quelle est cette raison cachée, qui expliquerait une recrudescence de cancer ou autre. La décision, là, le seuil qu'on se fixe, c'est pas une décision de mathématiques, c'est pas aux mathématiques de le décider. Ça, c'est une raison politique. C'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux que je perde du temps à chercher une cause cachée qui peut-être n'existe pas parce que c'est dû au hasard, ou est-ce que ça en vaut pas la peine? Ou au contraire, qu'est-ce qui est le plus grave? C'est de passer à côté d'une vraie raison, ou bien perdre du temps à en chercher une qui n'existe pas. Et ça, c'est pas les mathématiques qui le disent. Le mathématicien, il peut répondre à la question, faire les calculs, mais il ne peut pas décider si ça vaut la peine de perdre du temps à chercher une raison qui n'existe pas, ou bien, inversement, ne pas chercher une raison qui existerait. Mais je pense qu'ils font tous ces calculs-là. Les médecins se posent ce genre de questions, ou au ministère de la Santé, ou ailleurs. Ma question est beaucoup plus légère. On m'entend bien? Oui. Ma question est beaucoup plus légère. On a intuitivement l'impression que si quelqu'un a eu un accident d'avion, le lendemain il prend l'avion à nouveau, on a le sentiment qu'il est très très improbable que cette personne ait à nouveau un accident d'avion. Alors dans ce cas, si soi-même on prend un avion et qu'il y a plusieurs choix d'avion, est-ce qu'on a raison de monter dans avec l'avion celui où qui en la a déjà personne eu un? déjà victime de l'accident se trouve? Alors, je pense qu'en fait, ça change rien du tout. C'est vrai qu'il paraît que pendant les guerres aussi, les soldats se mettaient dans
dans un trou où la bombe était déjà c'était déjà tombé, en se disant ça retombera pas 2 fois au même endroit. En fait, c'est vraiment, je pense, complètement indépendant, et donc c'est ni plus de chance ni moins de chance. Si vous gagnez au loto, vous pouvez rejouer, vous avez toujours autant de chances de gagner au loto. Ni plus ni moins. Comment ? Mais en même temps, ça n'arrive jamais. Alors, pour les accidents d'avion, c'est assez rare parce que malheureusement, très souvent, on n'a pas le temps d'en avoir un deuxième parce qu'il est fatal. Pour jouer au loto, non, des gens qui sont 2 fois gagnants au loto, ça existe. Là, en fait, le phénomène, c'est qu'il y a tellement de gens. C'est statistiquement très rare. C'est rare, mais il y a tellement de gens que, en fait, c'est quelque chose de. Gagner une fois au loto, c'est déjà très peu probable. C'est juste qu'il y a tellement de gens qui jouent qu'il y a des gros gagnants toutes les semaines. Et finalement, quelqu'un qui continuera à jouer, s'il y a tellement de gens qui le font, que des gens qui ont gagné 2 fois, le gros lot, hein, j'entends, ça existe. Mais c'est pas, c'est juste que ils sont, je veux dire, chanceux, mais ils n'avaient pas plus de chance ni moins de chance de gagner. Oui, j'étais très choqué par l'histoire. Qui date de quelle année, l'histoire des enfants morts? 1996. C'était il y a 20 ans. Parce que j'ai vu récemment dans un article, justement, qu'on a parfaitement compris que c'était un problème de position des bébés sur le ventre plutôt que sur le dos. Et en Angleterre, j'ai lu, je ne me souviens plus en détail, la mortalité due à la mort prématurée du nourrisson a diminué considérablement, peut-être de 1 sur 10 à 1 sur 10. Donc, il y a dans la façon mathématique dont a été posé le problème à l'époque une erreur conceptuelle que je sais mal matérialiser, mais c'est affreux, parce qu'ils ont oublié qu'il y avait une cause possible, qui n'était pas un hasard, mais ça n'avait rien non plus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les je sais événements pas comment avaient l'exprimer mathématiquement, oui, mais c'est-à-dire que, en fait, mathématiquement, on dirait que les événements, n'étaient pas indépendants. C'est-à-dire que très probablement, si on avait l'habitude de les coucher de la mauvaise façon, on a continué, comme on ne savait pas que c'était là. Et alors, ils avaient dit que ça crée de l'autisme également. Ça, également. Alors ça, je ne suis pas du tout spécialiste Il y a plein d'hypothèses complètement farfelues, comme ça. Et là, l'usage des mathématiques statistiques, qui est souvent pertinent, comme vous avez montré, peut se retourner contre le bon sens et contre... mais alors là, il ne faut pas remettre en cause les mathématiques, hein, il faut remettre en cause le pédiatre qui a essayé de faire des mathématiques. Oui, justement, l'usage qui a été fait était épouvantable. Merci. Après, il y a eu une affaire plus récente, alors je ne sais plus la date exacte, mais en tout cas c'est plus récent, aux Pays-Bas. En fait, une infirmière qui, dans son service, on avait déploré plus de décès quand elle était là, plutôt que quand elle n'était pas là, pendant ses gardes. Et elle a été accusée aussi, comme ça, sur la base de calculs de probabilité qui n'avaient pas été très bien faits. Donc elle aussi, elle a eu de gros problèmes. Double tranchant. L'usage. Disons que, déjà, il faudrait commencer à faire des bonnes mathématiques faites par des mathématiciens, et puis après essayer d'interpréter aussi. Hein. Il faut les interpréter, oui. Ça peut être dangereux. Merci. Oui. Bonsoir. J'ai une question sur la double paire de jumeaux de Federer. La double paire de jumeaux de Federer. Ouais. Parce qu'il a eu 2 fois des jumeaux, et je me demandais quelle était la bonne question à poser pour savoir si c'était rare ou pas. Supposons que, je sais pas moi, je crois que j'ai en tête que la probabilité d'avoir des jumeaux, c'est une chance sur 70 000. Alors, j'ai aucune idée de cette probabilité-là, mais ça peut se trouver, il y a sûrement des statistiques là-dessus. Après, il me semble savoir que des jumeaux, quand il y en a dans la famille, il y en a plus souvent... Du coup, c'est quoi la bonne question à poser? Est-ce que c'est, je sais pas moi, la probabilité qu'il en ait eu 2 fois 2? Après, en fait, je pense que là, vu que les jumeaux, c'est quand même pas quelque chose de si rare, on doit même avoir des statistiques sur les familles où il y a 2 fois 2 jumeaux, ça doit pouvoir se trouver. Là, finalement, ce serait plus de regarder dans les données, de vraiment trouver les nombres, quoi. Enfin, voilà, dans les statistiques des années passées. Mais typiquement, ce sont sûrement pas des événements indépendants.
Attendez, je le redonne. Merci. Il y a un équilibre dans la nature qu'on peut comprendre facilement entre les prédateurs et les proies, puisque plus les proies s'épuisent, moins les prédateurs peuvent se nourrir, et inversement. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait un nombre équilibré d'enfants mâles et d'enfants femelles qui naissent dans le monde? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Alors là, c'est pas une question à poser à un mathématicien. Donc je vais faire une réponse comme comme peut-être n'importe qui pourrait la faire. J'imagine ce qui fait que c'est un garçon ou une fille, c'est que le père donne son chromosome X ou Y, et que ça arrive avec une chance sur 2. Et après, ce que disent les mathématiques, c'est que quand quelque chose arrive avec une chance sur 2, tout comme quand vous jouez à pile ou face, si vous faites un très grand nombre de pile ou face, et ben à peu près la moitié du temps ce sera pile, la moitié du temps ce sera face. Oui, ça, pas exactement, mais... La moitié du temps, ça sera pile ou ça sera face sur une série infinie. Sur une très grande série. Mais là, pourquoi, une fois sur deux, y a-t-il un Non, garçon, sur une très grande série. Très grande série. Mais pourquoi, une fois sur deux, y a-t-il, pour ainsi dire, un enfant mâle qui naît plutôt qu'un enfant femelle? C'est comme le pile ou face. Oui, mais pourquoi? Alors ça, c'est pas une question de c'est pas une question de mathématicien, ce serait. Je suis d'accord, mais pourquoi? Alors, le biologiste, je pense, dirait il y a une chance sur 2 pour une personne donnée, parce que c'est le chromosome X, le chromosome Y. Il faut supposer qu'il y a un démon. Pardon? Il faut supposer qu'il y a un démon qui dit cette fois-ci, la fois dernière c'était un garçon, cette fois-ci ce sera une fille. Mais si ce démon n'existe pas, pourquoi y a-t-il un équilibre entre les filles et les garçons alors qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet? Alors, moi, je vous dis, au niveau biologique, pour une personne donnée, je ne sais pas dire pourquoi c'est 1 sur 2. Mais par contre, ce que je dis au niveau... m'intéresse. Alors ça, moi, je ne saurais pas y répondre. Et aussi, je voudrais préciser, c'est vrai qu'après, c'est un cycle sur le hasard. Tout le monde n'a pas... définir le hasard, c'est une question presque philosophique. Qu'est-ce que le hasard? Est-ce que le hasard, ça existe? Et c'est une question, j'ai envie de dire, à la limite, le mathématicien s'en fiche, il peut quand même faire des maths. Et il peut quand même faire des probabilités. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pour vous donner un exemple, je lance ma pièce, je vais dire il y a une chance sur 2 que ce soit pile ou que ce soit face. Mais imaginons que je sache exactement avec quelle impulsion elle est lancée et que je puisse calculer un peu vraiment et donc deviner comment elle va retomber. C'est là où le diable intervient. Ce serait pas... Lui, il peut, mais nous ne pouvons pas. Donc voilà, alors savoir si... quand on est quelqu'un d'omniscient, finalement, il n'y aurait plus de hasard ou il n'y en aurait pas. C'est une question, j'ai envie de dire, philosophique. Par contre, moi, en tant que probabiliste, dès que je ne sais pas tout, j'appelle ça du hasard. Ma méconnaissance, en fait, j'appelle ça du hasard. Et donc, je peux déjà faire des calculs et je peux dériver des lois du hasard. Et donc, il y a la loi des grands nombres qui fait que, justement, sur une grande population, il y a à peu près la moitié d'hommes et la moitié de femmes. Donc on peut faire des calculs en ce qui concerne le hasard, voilà. Mais on ne sait pas qui c'est. Savoir si c'est du vrai hasard ou si c'est juste un manque d'information de ma part, ça n'a pas d'importance pour le mathématicien. Voilà. C'est une question philosophique, je pense. Plus. D'accord, merci. Alors, qui veut poser une question? Risque à poser une question qui risque de ne pas avoir de sens du tout, mais peu importe, histoire de clarifier quelque chose dans ma tête. Est-ce qu'il y a des relations, est-ce qu'il y a quelque chose qui décrit des relations en maths entre la loi des grands nombres et des rattrapages à partir de séries, on va dire, improbables, quelque chose? C'est-à-dire que, par exemple, si je... Oui, imaginons qu'on prenne une pièce à pile ou face. Ouais, qu'on fasse 10 fois pile, par exemple. Et qu'on fasse 10 fois pile. Est-ce que ça, rapporté à la loi des grands nombres qui nous dit qu'a priori, ça ne devrait pas se produire très souvent, il y a quelque chose en maths qui nous dit qu'il y aura un rattrapage avec une certaine probabilité dans un futur proche? Il n'y a pas de rattrapage dans le sens où ce sont vraiment des événements indépendants. Mais malgré tout, même s'il y a 10 piles au début, si on en fait, je ne sais pas, si on tire 150 fois à pile ou face, donc on continue 140 fois, il n'y a pas de rattrapage, mais finalement, les 10 au début par rapport à la moyenne de ce qui va se passer sur les 140 suivants, c'est-à-dire sur les 140 suivants, en gros, il y en aura 70. Là, il y aura 80 au lieu de 70 sur 150. C'est pas très différent, finalement, de la moitié. Et si j'en fais 1000 à la suite, derrière, les 10 de début, finalement, ils ont
peu d'influence sur la moyenne totale. Donc c'est pas qu'il y a un phénomène de rattrapage, ça reste indépendant. Mais la petite série du début, elle est oubliée, elle est noyée dans la masse, quoi. C'est plus ça. Mais il n'y a pas de phénomène de rattrapage, ce sont des événements indépendants. D'accord, j'entends bien. Mais imaginons qu'on prenne une série relativement grande, observée, et qu'on se mette à jouer contre cette série-là. C'est-à-dire que sur pile ou face, on va attendre une série de 20 ou 30, et on va se mettre à parier contre le fait que cette série va continuer. Ouais. Quelle est ma probabilité de gagner en démarrant à partir d'une série de 20 ou 30 piles et en continuant de parier sur face à partir de cette série-là, par rapport à ma probabilité de gagner en démarrant d'une série complètement aléatoire? C'est la même. C'est la même. Le fait que, alors, sauf si vous avez un doute sur le fait que la pièce est biaisée. Si vous avez un doute sur la personne qui lance la pièce et que peut-être elle a biaisé la pièce, et ben alors là, il va falloir mettre, c'est toujours pareil, hein, il y a des vraisemblances à mettre en balance. Si vous pensez que peut-être la personne a triché, le fait d'avoir vu 20 piles, ça vous conforte un peu dans l'idée qu'elle a triché, et donc peut-être que voilà, qu'il y a quelque chose comme ça. Mais si vous n'avez pas de raison de penser, enfin si c'est une pièce que vous avez bien examinée, qui est pas biaisée et tout ça, le fait qu'on soit tombé plusieurs fois sur pile, ça change rien à la probabilité qu'après ça tombe sur pile. Donc ça vous dit rien du tout. Je pense que vous êtes au courant d'une histoire qui s'est produite, je crois, dans un casino à Londres, où quelqu'un a gagné d'une façon tout à fait anormale. La probabilité pour qu'il gagne, elle était extraordinairement faible, et on l'a arrêté. Et en fait, il avait simplement une caméra qui était branchée sur un ordinateur qui calcule à toute vitesse. Et avant que le croupier dise rien ne va plus, il avait eu le temps de visualiser automatiquement donc la boule qui tournait et d'avoir donc d'augmenter fortement pour lui la probabilité de tomber sur la bonne zone. Et il a été, on ne l'a pas poursuivi, mais c'est quelque chose, il a pu avoir un déterminisme, parce que souvent le hasard, c'est parce qu'on ne sait pas déterminer, tout à fait, parce qu'on ne connaît rien. Tout à fait. Enfin, pour le mathématicien, c'est ça, c'est quand on ne connaît pas. Méconnaissance. Et là, c'est vraiment un cas extraordinaire où on voit bien qu'il y avait un déterminisme que seul un robot a pu voir. Je peux vous poser une question, mais qui est peut-être un peu en dehors. Comment les ordinateurs arrivent-ils à créer des nombres au hasard alors que c'est... Oui, alors en fait, les simulateurs de nombres... Ouais, alors ça serait toute une conférence. Hein. Mais donc en fait... J'ai souvent posé la question. Voilà, donc a priori, en fait, les nombres dans un simulateur de nombres aléatoires, c'est pas du hasard au sens où on l'entend, parce qu'il y a des formules derrière et que si on leur refaisait faire la même chose, ils redonneraient les mêmes nombres. Oui. Alors après, déjà, c'est quand même des formules qui sont bien faites pour que ça reproduise les lois du hasard. Et puis après, il y a ce qui pourrait être du hasard qui est pris en compte. C'est par exemple, dans certains ordinateurs, je ne sais pas, on va utiliser la date où vous cliquez pour donner, pour appliquer la formule. Oui. Et donc ça va être un paramètre qui, là par contre, va changer les choses. Ou je sais pas, le positionnement de la souris ou des choses comme ça. Oui. Ce qui fait que ce ne sera pas tout le temps la même série de nombres qui va être donnée. Donc oui, en fait, c'est pas du hasard. En tout cas, c'est pas du vrai. Enfin, si tant est qu'on ait pu définir le vrai hasard, c'est pas du vrai hasard, quoi. C'est pas du pur hasard. Bah, ça dépend ce qu'on appelle par le vrai hasard, quoi. Oui. Mais là, ça mériterait toute une conférence, hein, comment simuler des nombres au hasard. Mais ça doit être difficile. Mais ça m'étonne que la personne dans le casino n'ait pas été poursuivie, parce que justement, c'est pour ça que c'est interdit dans les casinos de filmer, de faire des choses comme ça. Oui, je crois. Enfin, donc à mon avis, ça c'est quelque chose d'interdit dans les casinos. Hein. Oui. Merci. Alors, qui veut prendre le micro ? Quelqu'un au hasard, oui, effectivement. Ah ben voilà, ça tombe sur vous. Une simple petite histoire qui vient de Jean-Paul Delahaye dans son livre sur le nombre pi. Un mathématicien du 19e siècle avait calculé pi avec 707 décimales. Quand on a repris son boulot,
avec l'ordinateur, on s'est aperçu qu'ils étaient plantés à partir de la 500e. Seulement, ce qui était frappant, c'est que les chiffres que le mathématicien avait trouvés qui étaient faux avaient une bonne gueule de bien répartis au hasard, et que les vrais de vrais ne l'avaient pas. C'est tout à fait le style des deux images que vous avez montrées. À droite, c'était un homme et c'était trop bien réparti. À gauche, l'ordinateur, et ça allait très mal. Mais c'est exactement la même chose qui était arrivée. Ça veut dire que peut-être il avait triché à inventer ces nombres, ou c'est juste... on ne sait pas. Ouais. Bien. Merci, bonsoir. Je voulais rebondir sur ce que disait le monsieur concernant les probabilités donc, par rapport au casino. J'imagine que pour ce qui est du loto et autres jeux, c'est un peu la même chose. Si effectivement on avait réussi à trouver la bonne combinaison ou le bon chiffre à jouer au niveau du casino, est-ce que pour le loto, c'est un peu la même chose? Est-ce que les probabilités pourraient permettre justement de trouver la prochaine combinaison, ou est-ce que vraiment c'est du hasard et il n'y a aucune formule mathématique qui pourrait permettre de trouver la prochaine série de numéros? Non, pour le loto, il n'y a rien à faire. Ça, c'est sûr. Pour le casino, là, ce qui se passe, si j'ai bien compris ce qui se passait, hein, c'est que, en fait, c'est au moment où vous décidez de son chiffre, il voyait la boule bouger, et donc il pouvait prédire qu'elle allait tomber plutôt dans une partie plutôt qu'une autre. Et c'est ça qui améliorait ses probabilités. Et donc c'est pour ça que c'est interdit d'avoir une caméra, un ordinateur et tout ça dans un casino. Là, pour le loto, vous choisissez vos chiffres avant même que la boule tombe, et donc il n'y a rien à faire. Non, là, il n'y a rien à faire. Les mathématiques. Non, regardez si le 9 est tombé souvent avant, ça ne vous aidera pas du tout, quoi. Merci. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des probabilités pour que, par exemple, on parle de hasard et de fatalité. Là, aujourd'hui, on est tous réunis ici. Est-ce que c'est du hasard, ou est-ce qu'en fait, on devait tous se réunir ici aujourd'hui? Là, c'est une question philosophique. Donc, c'est vraiment du hasard, là. Non? Oui, enfin, moi, je dirais que quand je connais pas... alors si, la raison, c'est peut-être que, je sais pas, vous avez des points communs, peut-être, parce que les maths vous intéressent, ou le hasard vous intéresse, ou... Donc il y a des points communs. On pourrait se dire c'est pas tout à fait le hasard si vous rencontrez quelqu'un peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un qui connaissait. Ça, c'est peut-être pas complètement au hasard parce que vous avez les mêmes goûts, ça vous a amené là, ou parce que vous allez dans ce type de conférence ou des choses comme ça. Après, c'est vrai qu'on s'étonne toujours parfois de rencontrer, je sais pas, on voyage à l'étranger et puis on rencontre quelqu'un qu'on connaît. Alors, on se dit quelle coïncidence. Oui, mais en même temps, vous oubliez tous les cas où vous voyagez et vous rencontrez personne. Donc ce qu'il y a, c'est qu'en fait, très très souvent, hein, on est surpris par des choses, mais on oublie tous les cas où les choses ne se sont pas produites. Et il y a tellement de possibilités de coïncidence que forcément certaines arrivent, quoi. Alors évidemment, a posteriori, vous dites c'est étonnant, j'ai rencontré cette personne-là. Vous l'auriez pas rencontrée, vous n'auriez pas remarqué, puis ça aurait peut-être été une autre coïncidence, quoi. Ce que je veux dire, c'est que le hasard produit fatalement des coïncidences. Donc, loi des séries, hasard ou fatalité, en fait, non, le hasard produit fatalement des coïncidences. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas a priori lesquelles, à l'avance. Donc, dans la vie, il y a aussi bien du hasard que de la fatalité, alors. Voilà. Oui, d'accord, merci. Alors, y a-t-il encore une question? Oui, attendez. Donc, on va commencer par vous, après ce sera... Il y a de nombreuses années, j'entendais dire que lorsqu'une catastrophe venait d'avoir lieu, plus on était près de la catastrophe, plus on était loin de la suivante. Mais d'après ce que vous nous avez expliqué ce soir, cette théorie, elle ne tient pas. Non, je pense qu'elle ne tient pas, non. Mais ça se disait... Sauf si ce sont des catastrophes qui ont des liens, une raison d'avoir des liens entre elles, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on disait assez fréquemment. Alors, je ne peux pas vous dire il y a combien de temps. C'est quelque chose qui permet de se rassurer parfois, peut-être. Peut-être, oui. Mais j'ai souvent entendu ça. Plus on est près de la catastrophe, plus on est loin de la suivante. Non, je crois qu'on peut pas dire ça.
Sauf s'il y a une raison, enfin, que les catastrophes se produisent ou de façon très éloignée ou de façon très rapprochée, mais a priori non, quoi. Alors, madame, C'est une question très naïve. Envisagez-vous un monde sans hasard? Alors, moi, je ne suis pas du tout inquiète en tant que mathématicien, parce que ce que je vous disais, hein, à partir du moment où on ne sait pas tout, on peut faire des probabilités. C'est ça pour moi le hasard. Et comme on ne saura jamais tout, je pense que le hasard, il est présent de plus en plus dans les sciences. Hein, on utilise de plus en plus le hasard, aussi bien avec des applications, des maths appliquées à la biologie, à la physique, un peu à tous les phénomènes réels. Parce que dès qu'on ne sait pas tout, ce qui est toujours le cas, eh ben, on modélise ça avec des probabilités, quoi. Alors après, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous entendez par le mot hasard. Mais... Et vous? Alors je ne sais pas très bien répondre à la question moi-même de ce que c'est que le hasard, mais j'ai déjà vu en fait, des conférences avec plusieurs scientifiques sur la notion du hasard, et c'est vrai que peut-être si vous allez à d'autres conférences, le hasard pour les biologistes n'est pas forcément le même que le hasard pour un philosophe, que le hasard pour un physicien. Ce qu'ils entendent par le mot hasard n'est pas du tout la même chose. Donc c'est quelque chose qui est difficile à définir. Et est-ce que la probabilité, le calcul des probabilités est le seul paramètre avec lequel on travaille, ou est-ce qu'il y a une résistance possible d'explication un jour? D'explication, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire au-delà des probabilités, est-ce qu'il peut y avoir une résistance à une explication mathématique? Non, ce que je veux dire, c'est que donc, les mathématiciens, ils peuvent calculer une probabilité, et la probabilité, elle dépend de la connaissance qu'on a du problème. Si la connaissance du problème change, le résultat du calcul de probabilité va changer. Pour prendre un exemple, donc vous avez une femme enceinte, il y a une chance sur 2 que ce soit un garçon ou une fille, mais donc ça c'est parce que je ne sais rien du tout. Mais par contre, si je suis l'échographe, que je fais passer l'échographie, pour moi c'est pas une chance sur 2, quoi. Donc la probabilité que lui va estimer va être, je sais pas, de 99 sur 100 que ce soit un garçon, par exemple. Et donc ce que je veux dire, c'est que, et en mathématiques c'est ça, hein, la probabilité qu'on estime, elle dépend de la connaissance qu'on a. Donc la connaissance évolue, la probabilité elle évolue. C'est pas les mathématiques qui sont remises en cause, hein, c'est que le résultat dépend de la connaissance en fait de ce qu'on a. Donc une probabilité c'est pas quelque chose qui est intrinsèque. Par exemple quand je fais un pile ou face, c'est pas intrinsèque à la pièce. Si je sais que la pièce est biaisée, qu'elle a 2 côtés face, la probabilité n'est pas la même. Si je ne le sais pas et si je pense qu'elle n'est pas biaisée, ce sera 1 sur 2. Merci. Alors encore une question. Ah voilà, monsieur là-bas. Ah bah il y en a 2. Et je voulais savoir par rapport au hasard, est-ce que nous sommes le fruit du hasard ou est-ce que pas? Très certainement, parce que quand on voit tout ce qu'il a fallu avant de naître, les rencontres que ça a nécessité depuis plusieurs générations, et peut-être que si vos arrière-grands-parents ne s'étaient pas rencontrés, et tout ça, oui, on peut considérer qu'on est tous le fruit c'est une sacrée coïncidence qu'on soit là aujourd'hui. Mais en même temps, même depuis la nuit des temps, finalement. Voilà, en tout cas, une personne, je veux dire, moi, que je sois né, c'est quand même très, très étonnant, on pourrait se dire, parce qu'il a fallu que mes arrière-grands-parents se rencontrent, voilà, c'est tout un tas de phénomènes qu'on peut assimiler à du hasard. En même temps, si on constate ça une fois que c'est fait, mais je veux dire, ça n'aurait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, ou voilà, il y a des gens qui sont là, je ne sais pas si on peut dire si que on est le fruit du hasard, oui, si on veut. Et si on monte encore plus loin, est-ce que les origines de la vie, c'est aussi le fruit du hasard? Alors là, c'est encore pas une question pour un mathématicien. Là, je sais pas, là je pense qu'il y aura une autre conférence sur ce genre de choses. Ouais. Philosophique ou peut-être une réponse de physicien, je sais pas, et vous verrez justement ce que le physicien entend par hasard, quoi. Merci. Alors, effectivement, le problème que vous soulevez, ce sera plutôt le thème de la dernière conférence avec Aurélien Barraud sur la cosmologie et puis la probabilité pour qu'il y ait un univers comme le nôtre qui soit apparu. Voilà, ce sera donc le 30 novembre plutôt. Voilà. Voilà, donc revenez le 30 novembre. Oui. Et vous verrez sûrement que ce qu'il entend par hasard n'est peut-être pas ce qu'un biologiste entend par hasard ou ce que moi j'entends par hasard. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent poser des questions?
Bonjour. C'est pas vraiment une question, mais suite aux questions récurrentes sur est-ce que le futur va équilibrer les séries et qui contredisent l'intuition naturelle des êtres humains. Du coup, j'avais jamais pensé avant, mais ça me fait penser l'idée sur le loto, il me semble que je ne me trompe pas en disant que si vous jouez la fois suivante les numéros qui sont sortis la fois d'avant, eh ben vous avez exactement autant de chances de gagner que si vous jouez n'importe quoi d'autre. Mais intuitivement, les êtres humains vont surtout pas jouer les numéros qui viennent de sortir. Tout à fait. Alors en fait, pourquoi on se dit ça, je pense, c'est parce que la probabilité que ça arrive 2 fois de suite les mêmes nombres est très faible. Et donc on l'a jamais vu. Mais la probabilité que, je ne sais pas, un jour il y ait le 46, un autre jour il y ait le 45, c'est très faible aussi. Alors seulement on ne retient pas 46, 45, on retient ces 2 nombres différents, quoi. Voilà. Et donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a une mauvaise perception. Mais oui, on pourrait rejouer tout le temps la même, celle qui est sortie la veille, c'est autant de chances de gagner. Ouais. Non, pour le loto, il n'y a rien à faire, je ne pourrais pas vous aider. Alors, qui veut encore poser une question? Juste pour continuer sur cette histoire d'indépendance, ce que vous dites est vrai en théorie, mais comme on dit, en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, si. Ce qui se passe, c'est que les boules au loto, elles sont peut-être les mêmes sur plusieurs tirages consécutifs, à moins qu'on se mette à les refabriquer à chaque fois. Et dans un monde réel, il est assez probable qu'avec une même machine et des mêmes boules, sur une plage de temps donnée, on ait des mécanismes physiques derrière qu'on ne sait pas expliquer, qui génèrent des choses qui ne sont pas aussi aléatoires que ça en pratique. Alors, en théorie, c'est possible. En même temps, je pense que la Française des Jeux est assez... je veux dire, eux aussi, ils font des calculs, parce que leur but, c'est de gagner de l'argent. Et si c'était pas complètement... quand je veux dire du hasard, mais du hasard... ce qu'on appelle l'équiprobabilité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas vraiment autant de chances pour chaque boule, et si c'était pas indépendant, ce serait vite repéré, ça leur poserait problème. Donc, à mon avis, ils font attention à ce que ça le soit, quoi. Je pense qu'en tout cas, s'ils le remarquaient, ils se diraient « Mince, ma machine ne fonctionne pas bien, il faut que je fasse quelque chose » et ils la vérifieraient. Oui, mais enfin, eux l'observent. Eux, je pense, font... Bon, je m'engage pour la Française des Jeux, donc je ne vais pas continuer. Mais bien sûr, c'est possible. Hein, je ne sais pas, s'il y avait une boule qui était un petit peu plus lourde que les autres, ou voilà, si le procédé était mal fait, évidemment, celle-là peut-être tomberait plus souvent ou moins souvent. Mais je pense qu'ils font attention à ce que ce ne soit pas le cas. Pardon ? Oui, voilà, ils font attention à ce que ce ne soit pas le cas et que ce soit bien... Oui. Alors, sur un temps court, il pourrait y avoir des irrégularités. Mais si on ne peut pas les prévoir, ça ne sert à rien. Et comme on ne sait pas en plus dans quel sens vont être les irrégularités et tout ça, finalement, c'est complètement... c'est possible. C'est inutile aussi en pratique. C'est sûr. Merci. J'aimerais juste savoir depuis quand les mathématiciens s'intéressent au hasard, aux probabilités. Alors les probabilités, donc à l'échelle des mathématiques par rapport à ce qu'on étudie au collège ou au lycée, ce sont des mathématiques récentes. Alors quand je dis récentes, en fait, ça a 4 siècles peut-être, ou... C'est-à-dire que les premiers à s'être intéressés, c'était avec les jeux de hasard, justement, des jeux de dés. Pardon ? Ouais, voilà, donc c'était pour des jeux de dés, ils constataient que, je sais pas, un double 2, je vais pas le dire parce que je vais dire une bêtise, mais voilà, qu'il y avait des trucs qui tombaient plus souvent que d'autres et tout ça. Et donc ils ont commencé comme ça, en fait, à étudier les probabilités. Vraiment avec des jeux de hasard. Et puis après, il y a eu beaucoup de choses faites par Pascal et par... Donc à l'échelle des maths, c'est récent. Après, vraiment, l'essor des probabilités et puis leur utilisation dans les sciences... maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mouvement brownien ou des choses comme ça, qui servent à modéliser beaucoup de choses en finance, en biologie, en physique. Ça a plutôt moins d'un siècle. Ouais. Oui, aussi, les assureurs se sont posés des questions comme ça. Alors, ouais, aussi, c'est ça.
Mais alors, je pense que c'était plutôt relever des statistiques, faire des statistiques. Mais vraiment essayer de modéliser le hasard, de faire des choses comme ça, c'est un peu plus... Donc, je ne sais pas si vous trouvez ça récent ou vieux, mais disons que par rapport à Pythagore, c'est beaucoup plus récent, quoi. Alors peut-être une dernière question ou deux. Ah ben voilà. Tenez. Si j'ai bien compris les points dans les boîtes, tout au début de votre exposé, dans ce cas-là, on a l'impression que quelqu'un qui voudrait tricher avec le hasard, qui voudrait tricher, un tricheur, aurait intérêt à ne pas trop disperser les occurrences, mais plutôt éventuellement créer artificiellement des regroupements, parce que ça, finalement, contre-intuitivement, ça serait plus proche de ce que ferait réellement le hasard. Ouais. Alors en même temps, la personne, on ne lui avait pas demandé de ne pas tricher, on lui avait demandé d'essayer de faire comme le hasard, justement. Et donc c'est pas si facile. Mais pour opérer un tricheur, le tricheur aurait intérêt à en tout cas, opérer des regroupements. En tout cas, voilà, quelqu'un qui voudrait simuler, maintenant si vous le savez, il ne faudrait pas étaler bien vos points, il faudrait faire des regroupements. Mais attention, si vous faites trop de regroupements, ce sera bizarre aussi, quoi. D'accord. Et donc vraiment savoir, c'est très dur de simuler en fait, humainement le hasard comme ça. Merci. Alors, la dernière question, ou enfin voilà, bon, mon côté, madame, tenez. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur les différentes approches de ce qu'on appelle le hasard, ça me faisait penser que, par exemple, il y a des choses qu'on attribue au hasard parce qu'il y a tellement de causalité qu'on est incapable en physique de dire avec certitude quels sont le faisceau de causalité qui ont provoqué telle et telle chose. Je pense à la conférence d'Aurélien Barraud bientôt. Les causes sont tellement multiples et complexes que effectivement ça revient à du hasard, et effectivement on est obligé du coup de se tourner vers les statistiques, parce que les statistiques à ce moment-là sont un outil pour faire le tri sur justement ce qui est possible, enfin ce qui advient et finalement ce qui était possible. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas advenues, qui étaient possibles, et d'autres qui ne sont pas advenues parce qu'elles étaient impossibles. Et la deuxième chose qu'on peut mettre en exergue par rapport à ça aussi, c'est ce qui se passe en physique quantique, où là, effectivement, au départ de la physique quantique, on a pensé qu'en ayant... en affinant, d'ailleurs Einstein lui-même a fait l'erreur, en affinant la causalité, on arriverait à savoir où se trouve une particule en même temps que mesurer sa vitesse, et où tout ça a chopé sur finalement la théorie d'Heisenberg qui disait qu'il y a un principe d'incertitude en physique quantique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont indéterminables. Et même si on connaît la totalité des causes, on ne saura jamais en même temps la vitesse d'une particule et sa position. Et là, c'est une autre forme de hasard qui est finalement, non pas par manque, on aura toutes les connaissances qu'on voudra, la connaissance ne suffira pas à régler cette incertitude. Et il n'y a de nouveau que les statistiques qui permettent de savoir une probabilité que telle particule soit à tel ou tel endroit. Alors moi, je ne vais pas du tout rentrer sur des choses de physique quantique, parce que c'est quelque chose auquel je ne comprends rien. Donc, je ne veux surtout pas me lancer là-dedans. Mais, pardon ? Je ne sais pas. Donc, c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. C'est vrai que parfois, ils disent qu'en physique du quantique, il y a du vrai hasard. C'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais entre le fait d'être prévisible et le fait d'être dû au hasard, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle des systèmes chaotiques. Et les systèmes chaotiques, ce sont des systèmes déterministes. C'est-à-dire que vraiment, si on connaît les conditions de départ, on peut vraiment savoir ce qui va se passer. Seulement, les conditions de départ, typiquement, c'est la météo, l'exemple. Si vous connaissiez exactement la pression, la température, tout en chaque point du globe, vous pourriez prédire la météo, si le modèle est bon. Mais en fait, il suffit que, en prenant une température, je ne sais pas, d'un centième ou un millionième de degré différent, vous lancez aussi votre procédure, votre ordinateur calcule la météo à quelques jours, et c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'au début, juste on change un tout petit peu les conditions initiales, et le système va se comporter différemment au bout de quelques temps. Ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes chaotiques. Et ce sont des systèmes déterministes. Mais en pratique, ce n'est pas prévisible, quoi. On ne peut pas les prévoir dans certaines situations parce qu'on n'a jamais complètement les conditions initiales. Aucun système de mesure, de toute façon, donnera de la vraie condition initiale. Aussi précis soit-il, il ne sera jamais parfait, quoi.
Donc c'est pas tout à fait pareil, prévisible et sans hasard. Enfin, mais alors la physique quantique, je répondrai pas. Mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut supposer qu'il y a du vrai hasard. J'ai justement une petite plaisanterie quantique. Oui. Oui, j'ai justement une petite plaisanterie quantique, comprenne qui pourra, ça va être un grand moment de solitude. Si je ne comprends pas, c'est moi qui vais me sentir. C'est Heisenberg qu'on arrête sur la route. Il est, comment dire, un agent l'arrête, il est en voiture, il conduit imprudemment. Et l'agent lui demande, Monsieur Heisenberg, savez-vous à quelle vitesse vous alliez? Et lui il répond, non, pas du tout, mais je sais où je suis. Ça résume bien ce que disait Madame, le principe d'incertitude concernant les particules. Voilà, c'est ça. On ne peut pas avoir des informations complètes sur une particule, à la fois la position et la vitesse. Écoutez, je vous propose de terminer peut-être sur cette plaisanterie. Voilà. On termine en beauté. Et donc, merci d'être venu. Voilà, merci beaucoup.